La mission, ça a commencé en 2011, suite à une discussion avec François Bon, donc chercheur au laboratoire Trace. Il savait que je travaillais sur les productions potières datées du néolithique dans la Méditerranée nord-occidentale et dans la Corne de l'Afrique. Et on avait discuté du fait de ma présence dans la Corne de l'Afrique sur des fouilles archéologiques, de l'existence ou non de traditions potières encore en cours. Et je lui disais, non, en République de Djibouti, ça a totalement disparu, au Somaliland aussi. Il me dit, mais moi je travaille en Éthiopie et je sais qu'il y a encore des productions céramiques avec donc des communautés de potières qui ont des procédés de fabrication éventuellement proches de ceux qu'on peut reconnaître à la préhistoire. Et donc il m'a proposé en 2011 de participer à sa mission Let's Stone Age, donc une mission archéologique. Et il m'a octroyé une petite enveloppe budgétaire et je suis partie avec les Antiquity Officers donc de l'institution locale éthiopienne, un traducteur. Et me voilà partie sur la route à chercher des potières autour de là où on logeait, à savoir ici le Bekele Mola à Ziway. J'avais beaucoup lu d'ouvrages et d'articles en ethnologie, en ethnoarchéologie, parce que nécessairement en préhistoire, on se réfère souvent à des travaux ethnographiques pour pouvoir ouvrir notre esprit au moment d'interpréter les vestiges archéologiques qu'on va étudier sur les sites. Et du coup, j'avais une bonne connaissance de tout ça. Donc j'étais très attirée par ça de toute manière. J'aime beaucoup l'Afrique, voilà, y travaillant par ailleurs sur des fouilles. Donc c'était ma première expérience ethnologique. Une expérience qui n'a pas été facile, puisqu'on ne nous donne pas nécessairement les clés, c'est-à-dire quelle démarche on doit adopter quand on arrive dans des communautés de potières, comment entamer des échanges, expliquer ce que l'on fait auprès de populations qui n'ont pas forcément les clés de lecture pour comprendre ne serait-ce que c'est que l'archéologie et l'histoire. Donc ça a été tout un travail long de mise en relation avec les potières. Et pour ça, les Antiquity Officers et mes traducteurs m'ont énormément secondé. Je crois que j'ai un contact assez facile avec les gens et comme je l'ai dit, j'avais beaucoup lu. Donc je savais aussi à quoi je pouvais m'attendre et aussi j'avais beaucoup d'espoir. Et donc du coup, j'ai mis toute mon âme dans ces espoirs et je me suis dit, voilà, on peut y arriver. Et c'est vrai que par contre, au gré des missions, puisqu'il y en a eu depuis 5 ou 6, naturellement, on prend de l'assurance sur le terrain. En ethnologie, on peut aborder de multiples aspects et ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse pour l'archéologie. Il y a tout ce qui est ethno-histoire, c'est-à-dire on va faire des terrains ethnographiques en Afrique ou ailleurs pour éventuellement remonter le fil de l'histoire et travailler sur l'évolution des traditions techniques depuis peut-être par exemple le premier millénaire après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, quand on fait de l'ethno-histoire, on étudie à la fois des sites archéologiques sur place, donc il faut les avoir ces sites archéologiques, on étudie aussi les textes et on fait les enquêtes orales. Et on essaye de remonter comme ça le fil du temps et essayer de voir comment les traditions ont pu évoluer, est-ce qu'elles sont en rapport avec des migrations par exemple, etc. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, pour la simple et bonne raison qu'en fait, là où on travaille ici en Éthiopie, les sites archéologiques néolithiques, comme François Bon l'a peut-être déjà dit, sont extrêmement rares. Et je pense qu'il est quasiment impossible de comparer une tradition potière actuelle auprès des communautés avec lesquelles je travaille à des traditions potières d'il y a 3 ou 4 000 ans. Ceci en particulier parce que les potières elles-mêmes n'ont pas forcément gardé en mémoire, via la tradition, comment ont évolué les procédés techniques sur des centaines d'années. Donc ça, c'est l'ethno-histoire, c'est pas ce qui m'intéressait. L'autre possibilité en ethnologie, c'est de faire de la modélisation, modéliser des processus humains. Donc on va faire des terrains ethnographiques pour tenter d'observer sur des communautés, des fonctionnements spéciaux autour de l'apprentissage, autour des interactions entre les individus, autour de la diffusion d'un procédé, d'un style technique. Et ça nous intéresse directement parce qu'on peut éventuellement envisager que ces mécanismes de transmission, d'interaction, d'innovation technique, d'emprunt technique ou de non-emprunt technique, on peut imaginer parfois que des communautés actuelles, que des communautés passées puissent avoir des manières de fonctionner comme les populations actuelles. Mais ça, c'est un parti pris épistémologique qui a été défendu par Alain Gallet. Il faudra en parler longuement pour pouvoir ou non y adhérer. Ça, c'est ce qu'on fait. Et il y a aussi la troisième possibilité,
qu'on développe, c'est travailler sur les référentiels techniques. Il s'agit véritablement pour nous préhistoriens d'améliorer, enfin de décupler l'efficacité des protocoles analytiques quand on va étudier des séries archéologiques. Voilà, on a quantité de tessons sur nos sites préhistoriques. Ils sont souvent donc des tessons, c'est-à-dire des petits morceaux, on n'a plus le vase en entier. Est-ce qu'on peut retrouver la manière, la façon de le fabriquer? Est-ce qu'on peut retrouver ce à quoi ça a servi? Tout ça, on peut effectivement, quand on va ouvrir notre champ des possibles, ouvrir notre esprit auprès de différentes communautés actuelles. Donc nous, notre objectif, c'est ça, c'est décupler l'efficacité des protocoles analytiques et modéliser certains processus humains. On est surtout chez Marcel Mauss, sur tout ce qui est technique du corps, chez Bourdieu, sur l'habitus, c'est-à-dire qu'en fait on considère véritablement que les populations marquent dans la matière, marquent dans les manières de faire leur identité culturelle. En d'autres termes, quand on va fabriquer un objet, depuis l'extraction de la matière première jusqu'à son utilisation, cette manière de fabriquer cet objet, elle va découler d'une quantité de connaissances qui vont être acquises au sein d'une niche sociale, dans laquelle le poids de l'héritage, le poids de l'interdit, le poids de la tradition vont compter énormément. En ce sens, on considère aujourd'hui que si on étudie les manières de se comporter, donc dans la fabrication d'un objet, donc les techniques du corps, mais aussi les techniques dans les gestes, ça c'est le roi Gourand effectivement, eh bien on peut avoir accès, puisque ces manières de faire, ces habitus, on peut avoir accès à l'expression culturelle d'une société parce qu'ils sont profondément issus de processus de socialisation. Elles écrivent leur identité et dans le cas des potières avec lesquelles on travaille, on est véritablement dans des groupes ethniques, donc voilà, qui se reconnaissent par leur langue en particulier, donc les Oromo de Karsa, les Woloita de Gojota, et ces groupes ethniques revendiquent clairement une identité culturelle à l'échelle de la manière de faire. Faire de telle manière, c'est dire que je suis Woloita. Persévérer dans ces manières de faire, c'est faire perpétuer une tradition, une identité. On se lève souvent vers 5 h du matin pour prendre la route à 6 h du matin quand le jour se lève. On se dirige vers Arsinegele, on bifurque sur une piste et là on a plus d'1 heure de piste. On a presque 2 heures de route pour atteindre notre destination finale. On part avec une équipe de 11 personnes, nos 2 chauffeurs et les 9 autres personnes, ce sont des chercheurs français, 5 chercheurs français du laboratoire Trace ou d'un laboratoire parisien et des chercheurs éthiopiens et traducteurs éthiopiens qui nous accompagnent donc à chacune des étapes de l'étude. On fonctionne sur le terrain en 3 petites équipes, donc souvent quand on arrive dans le village, on se répartit nos tâches, bien sûr on salue tout le monde. Quand on arrive dans le village, il est déjà 8 h du matin, la vie est extrêmement développée à cette heure-là, donc on s'embarque chacun dans nos missions respectives. Donc nos 3 petites équipes, elles vont se répartir entre Claire et moi, qui allons, pour cette mission en tout cas, prélever des argiles, les argiles qui sont utilisées par les potières, prélever des échantillons sur des argiles qui ont été utilisées par les potières et prélever des échantillons de céramique en cours de façonnage à chacune des étapes de la chaîne opératoire pour les ramener en France, ces échantillons, et tenter de comprendre qu'est-ce qui va transformer la matière à chacune des étapes de la chaîne opératoire, et ce, grâce à un partenariat avec des spécialistes du matériau argileux. Nous faisons aussi des inventaires, on essaie de rapatrier tous les outils des potières pour pouvoir les présenter aux étudiants en France, mais aussi pour pouvoir faire des analyses tracéologiques sur ces différents outils, c'est-à-dire qu'on va identifier les traces qu'ont laissées certaines techniques au moment de la fabrication des objets, et on va essayer de comparer ces traces à des outils archéologiques pour essayer de voir si finalement l'outil archéologique a peut-être été utilisé pour faire telle technique que nous on connaîtra parfaitement parce qu'on l'a documenté chez les potières actuelles. Vincent et Joséphine, eux, ont fait tous les deux des thèses sur le geste technique, l'étude vraiment d'un point de vue technologique des productions céramiques et non pas seulement typologique, la forme et le décor, non, il y a aussi tous les procédés de fabrication. Eux, leur travail, c'est de constituer ce qu'on appelle nous une céramothèque, c'est-à-dire constituer un ensemble, un référentiel de poteries dont on sait parfaitement comment elles ont été fabriquées, on les rapatrie et là,
de la même manière, on enregistre les traces qu'ont laissées les différentes techniques de façonnage, de décoration, de finition, pour qu'à terme, quand des étudiants viennent au laboratoire, on puisse leur dire voilà, vous avez telle trace sur votre tesson archéologique, bien sachez que ce type de trace existe aussi sur des productions actuelles et qu'elles sont obtenues avec telle et telle technique. Il s'agit vraiment de documenter la pratique potière parce qu'on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que plus on arrive à remonter la chaîne opératoire et à la décrire de manière exhaustive, plus on a accès aux gestes et plus on a accès finalement aux connaissances acquises, à l'apprentissage, à l'aspect identitaire du groupe social qui va produire ce geste et l'objet. L'autre équipe, c'est Anne-Lise. Anne-Lise, elle est en thèse actuellement autour justement des questions d'habilité motrice, de niveau de technicité des potières. Donc son travail, il consiste en une série de questionnaires. Donc ces questionnaires, ils vont porter à la fois sur l'apprentissage, où la potière a appris, à quel âge a-t-elle appris, avec qui a-t-elle appris. Et elle a fait faire aussi une série d'expérimentations, c'est-à-dire qu'elle a contraint, si je puis dire, les potières à fabriquer des céramiques avec tant de quantités d'argile, des quantités qu'elles n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser, de faire des formes qu'elles n'avaient jamais faites. Et en fait, il s'agit d'évaluer la capacité d'une potière à réagir, d'évaluer la capacité d'une potière à innover ou non, voire finalement sa capacité d'adaptation, de réactivité. Parce que on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tout ce qui est modélisation de processus humains et notamment sur la question des emprunts ou du non-emprunt. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, des potières vont décider ou non de changer leur tradition technique? Est-ce que c'est parce qu'elles auront plus d'affinité avec telle ou telle personne ou est-ce que c'est parce qu'en fait ce sont des expertes, elles observent une nouveauté dans un autre groupe ethnique et elles s'en sentent capables? Mais ça, il faut le démontrer. Il faut le démontrer de manière pragmatique, scientifique. Il ne s'agit pas de faire des observations empiriques. Du coup, pour évaluer la capacité d'une potière à changer, eh bien, on fait des expérimentations. Donc on fait ça toute la journée. On fait une petite pause entre midi et 2 où on se détend parce que ce sont des journées longues, on parle en anglais, nos traducteurs font le lien entre nous et les potières. On a souvent des problèmes parfois à désamorcer parce que naturellement on peut déséquilibrer un peu du fait de notre présence l'ambiance générale au sein du groupe et on rentre pas très tard, vers 16-17 heures on part pour éviter de rouler pendant la nuit car c'est interdit de rouler sur les routes éthiopiennes particulièrement dangereuses. Elle a l'air heureuse cette Éthiopie parce qu'elle est verte, elle est luxuriante. Donc par rapport à ce qu'on voit là où on est quand même dans de la savane arbustive, il fait chaud, il peut y avoir du vent, la poussière se soulève, les populations vivent plus avec des bêtes qu'avec de l'agriculture. Et plus on monte en altitude, parce que nous on passe quand même de 1600 mètres à peu près ici à 2700 mètres tous les jours, plus on monte en altitude, plus la végétation devient riche, verte, il y a des arbres, il y a des eucalyptus et les groupes avec lesquels on travaille vivent essentiellement de l'agriculture et un tout petit peu d'élevage. On a le sentiment quand on est avec eux, pour une partie du moins de la population, qu'ils peuvent vivre en autonomie. Certains sont propriétaires terriens, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et nous, les deux groupes avec lesquels nous travaillons, finalement représentent deux aspects de la société éthiopienne très, très différents. Les Oromo, puisque ici on est dans la région Oromo, l'Éthiopie est subdivisée en une quantité de régions. Donc la région Oromo, les populations qui vivent ici, pour certaines, ont pu bénéficier de terres via des donations du gouvernement. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'elles ont des niveaux de vie légèrement plus confortables que d'autres groupes avec lesquels on travaille, les Woloïta, qui eux sont issus de migration depuis le sud, contraints souvent de quitter leur région initiale pour des causes de famine, de manque d'eau, enfin des états sanitaires et économiques qui se dégradaient. Ils sont arrivés par exemple à Golgota il y a à peu près une quarantaine d'années et là c'est des populations qui sont obligées de louer leur maison, qui sont obligées d'acheter l'argile et finalement ils ont développé des artisanats pour pouvoir survivre mais c'est là leur seule source de revenus. Alors que les Oromo, ils peuvent manger ce qui va émaner de leur propre agriculture. Donc c'est l'Éthiopie heureuse parce que y a ce côté, c'est beau, c'est simplement beau, c'est beau en tant que chercheur quand on arrive, c'est magnifique, mais c'est quand même une Éthiopie dure aussi. C'est des populations qui sont souvent dans des états sanitaires absolument catastrophiques.
déjà je suis très admirative du travail qu'elles exercent parce que je trouve ça formidable d'avoir face à nous des personnes qui sont capables de réaliser de telles performances techniques. Ce sont des femmes qui sont courageuses parce qu'elles tiennent bien souvent toute une famille autour de cet artisanat. Ce sont des femmes qui sont généreuses aussi, parce que, comme j'aime à le dire, quand on discute souvent avec... chaque année, on change d'Antiquity Officer, donc on essaye de leur expliquer, parce qu'eux, ils se considèrent souvent comme des urbains, dans ce sens qu'ils vivent à Addis Abeba. Là, on est dans le monde rural. Je leur dis souvent, quand vous arrivez voilà, auprès des potières, présentez-vous. Dites-vous, imaginez simplement que vous n'aimeriez peut-être pas qu'il y ait quelqu'un qui déboule dans votre maison, qui arrive dans votre cuisine et qui vous demande « Est-ce que tu peux montrer ton assiette ? Cette assiette, t'as appris comment à la faire ? C'est ta grand-mère qui t'a appris à la faire. Tiens, il y a une assiette cassée, si je te la prenais, attends, je vais la prendre en photo, je mets une échelle. » On est là, au début, naturellement, on a tout un travail de mise en confiance. Et puis petit à petit, finalement, c'est vrai qu'elle nous laisse rentrer dans la maison, on finit par boire le café, à manger le pain tous ensemble, etc. Ah oui, moi j'adore être ici, tout simplement. En discutant avec les potières, on a pu rapidement se rendre compte qu'il y a deux types de personnalités. Il y en a certaines qui sont extrêmement fières de leur travail. On le sent, elles le revendiquent, elles se disent les meilleures, ce sont les expertes, c'est leur mère la première qui a amené telle tradition technique, elles font ça à tour de bras, elles sont contentes de l'enseigner à leurs enfants. Et il y a toute une autre partie, et c'est quand même la majorité, comme j'ai dit, elles sont dans des situations catastrophiques, elles n'ont pas d'autre choix comme source de revenus, elles doivent travailler sur la poterie. Et bien ces potières, elles galèrent, enfin, c'est dur, elles voudraient faire autre chose, elles nous le disent, c'est un travail qui est physiquement éprouvant. Parfois elles nous disent si je m'arrête, je tombe. Parce que c'est vrai, elles ont le dos cassé, elles portent de l'argile, elles portent les plats quand ils sont cuits. Ces potières, elles disent aussi souvent qu'elles aimeraient que leur fille fasse autre chose parfois. Donc quand elles le peuvent, elles essayent de leur donner accès à l'éducation. Moi ce que je veux dire là-dessus, c'est évidemment, on comprend la dureté du travail, mais juste sachez qu'autour de vous, il y a des personnes qui trouvent ce que vous faites formidable. Et nous, notre travail aussi, c'est d'enregistrer ce que vous faites parce qu'elles ont souvent été dénigrées, ces potières, dans l'histoire locale. Voilà, travailler la terre, c'est sale. Même nous, d'ailleurs, elles n'aiment pas quand on est là, on veut tâter l'argile. Non, creuser des fosses pour récupérer de l'argile, c'est pas bien. Enfin, voilà. Donc du coup, elles ont elles considèrent que leur métier n'est pas forcément quelque chose de bien perçu par les communautés extérieures. Ça a été longtemps marginalisé, mais apparemment, le gouvernement de plus en plus commence à dire que c'est pas si mal. Et la preuve, même les potières, certaines, arrivent à en vivre correctement. Donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est leur dire que c'est bien et surtout qu'il y a un retour, un juste retour. Elles se sont véritablement données à nous pendant des mois. À nous de leur donner tout ce qu'on peut. Donc c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait un retour, un film. On serait vraiment heureux de leur présenter un film de leur travail, de faire un livre qui serait traduit en amharique et en oromo pour qu'elles puissent y avoir accès. Chaque mission, on rapatrie des céramiques ethnographiques qu'on dépose au musée national d'Addis Abeba pour leur dire, vous savez, même si elles-mêmes le concept de musée est très abstrait, on leur dit, vous savez, il y a des gens qui vont venir à Addis Abeba et qui vont pouvoir admirer ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous faites partie finalement de la diversité, vous enrichissez la diversité culturelle de l'Éthiopie qui est déjà particulièrement énorme. Bah, le donnant-donnant, c'est-à-dire que pour moi c'est un leurre, mais c'est peut-être là un problème d'expérience, mais pour moi c'est à l'heure de croire que les actes sont tous totalement gratuits. Comme je l'ai dit, on arrive dans des populations qui sont dans la difficulté. Évidemment, on va développer des affinités. Évidemment, on va développer même des formes d'amitié, un véritable plaisir à se retrouver, un véritable plaisir à partager. Mais il n'empêche que c'est du travail et toujours du travail. C'est du travail pour elles de prendre du temps avec nous, temps qui va leur manquer peut-être pour faire les céramiques qu'elles doivent vendre toutes les semaines, inexorablement jusqu'à ce que mort s'en suive, pour pouvoir faire vivre toute la famille, c'est du travail. Donc nous, c'est pour cette raison qu'en fait, elles nous donnent beaucoup. Et bien quand on vient, on essaye de leur donner tout autant, à la fois en leur expliquant tout ce qu'on fait,
pour que ça ne soit pas quelque chose d'abstrait, que ça soit même du concret, et aussi en participant financièrement à chacune des interviews, on paye les potières. Et là, on est très heureux parce que on a fini de travailler avec une communauté, donc les Woloita de Goljota, et on s'était promis de faire quelque chose en plus des payes. On a donc réussi à organiser, avec l'aide de nos collègues éthiopiens, une distribution de café, de sucre, de savon, de cahiers d'écriture, de stylos. Voilà, on fait des petites choses, mais il ne s'agit pas non plus d'arriver avec des gros sacs de riz et de tout bouleverser. Ça ne serait pas forcément une bonne idée non plus. C'est une expérience. M'a-t-elle transformée? Est-ce qu'elle m'a transformée? Confortée? Elle m'a plutôt confortée, ouais, c'est ça. Elle m'a confortée parce que déjà je travaillais depuis plusieurs années en République de Djibouti. Donc en fait, le rapport à l'Afrique, pour moi, c'est un rapport qui est simple. Voilà, c'est évident. Il fallait que je vienne. J'aime la chaleur, j'aime le contact humain, j'aime tout ce qu'on peut vivre quand on est hors de chez soi. Voilà. Et finalement, travailler avec les potières, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire que voilà, il ne s'agit pas... je trouve ça tellement triste quand les gens vont faire de la recherche. Enfin non, je trouve ça tellement triste quand ils vont faire du tourisme et qu'ils effleurent. Mais comme en France, quand on va faire du tourisme, parfois on effleure la chose. Là, on n'effleure pas. On n'effleure pas parce qu'on est dans du travail et que donc le rapport, il est pas dans le donner à voir. On n'est pas là pour nous montrer faire des safaris, faire des ci, faire des ça, ce qui est, ceci dit, certainement très très bien. Mais moi, je préfère être en rapport direct avec les gens, savoir vraiment comment ils vivent, quelle est la vie dans cette zone ici en Éthiopie. Enfin voilà, c'est formidable, quoi. Je suis vraiment archéologue au départ. Pour moi, l'ethnologie est un outil supplémentaire qui me sert véritablement à mieux construire mon discours interprétatif sur les vestiges archéologiques préhistoriques. Je ne me considère pas comme ethnologue. Après, peut-être que finalement je le suis, mais... Dans l'âme. Ouais, dans l'âme, mais moi je suis archéologue avant tout. C'est vrai que François a porté beaucoup de personnes ici. Enfin voilà, il y a Romain, le géologue, il y a Clément qui va achever sa thèse. Moi, c'est clairement grâce à François que je suis venue en Éthiopie, mais je dois dire que c'est grâce à d'autres que j'étais déjà venue dans la Corne de l'Afrique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que là, mes collègues qui viennent maintenant dans le cadre de mon programme, c'est en les amadouant petit à petit. Claire Manin, au début, oh non, je ne veux pas venir, qu'est-ce que je vais faire en Éthiopie, quel est le retour justement à l'archéologie, à ce que je fais sur les sites. Finalement, elle est venue, elle a eu le coup de cœur, on s'est dit mais c'est pas possible, on n'est pas assez parce que c'est très riche à documenter, tout enregistrer les procédés de fabrication, les subtilités dans les mécanismes d'apprentissage. On s'est dit non mais c'est pas possible, il faut qu'il y ait d'autres personnes. On a proposé à Vincent et Joséphine qui ont tout de suite adhéré et on a aussi rencontré Anne-Lise qui vivait en Éthiopie. Et vraiment, comme ça, je lui dis, mais tiens, mais si tu venais avec nous, tu passes 3 jours. Et hop, elle a eu le coup de cœur et elle en vient faire maintenant une thèse sur le sujet. C'est vrai que c'est quand même des beaux concours de circonstances, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Notre rêve, c'est en fait de se déplacer dans toute l'Éthiopie et de faire exactement la même chose. On voudrait avoir une salle immense de céramique au musée national d'Addis Abeba et on voudrait avoir une salle immense de fragments de céramique dont on sait absolument comment ils ont été faits en France pour pouvoir aider les gens à étudier les productions préhistoriques. Tout le monde n'est pas fait pour faire du terrain. Alors quand on fait de l'archéologie, c'est quand même embêtant si on n'y arrive pas. Mais tout le monde n'est pas non plus fait pour faire des missions à l'étranger. C'est très lourd, une mission à l'étranger. C'est extrêmement lourd à préparer. C'est des semaines de travail en amont, autant concernant l'aspect scientifique, puisqu'on est là pour des périodes courtes. Ce sont des missions qui coûtent très cher. Il faut être efficace. On n'a pas le droit d'avoir des temps morts.
Mais c'est aussi une grosse préparation au niveau sécurité, parce que voilà, on est dans des pays qui ne sont pas toujours faciles d'un point de vue sanitaire, pas toujours faciles d'un point de vue géopolitique non plus. Il y a tout ce qui est de l'ordre des autorisations, donc il y a un gros travail en amont, et ça, il faut avoir en soi beaucoup de patience, parce que c'est pas comme quand on travaille en France, où on va avoir tout de suite la personne au téléphone qui va nous dire bah oui, vous avez l'autorisation, je vous l'envoie par mail. Non, il faut revenir, mais ça fonctionne plutôt bien en Éthiopie, parce qu'ils ont quand même un bon service d'histoire et d'archéologie. Et puis, donc il faut de la patience, de la motivation, de l'énergie. Donc effectivement, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. En amharique, je peux dire je veux une bière. Et bakish, bira et felegalo. Parce que j'adore boire ma bière le soir après la mission.